Salut, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que quand on parle livre, on parle écriture, je suis toujours heureuse. Aujourd'hui, on va parler avec un auteur congolais, Louis Del-Lebou, de nationalité congolaise, évolue dans le secteur bancaire et licencié en sciences informatiques et administration. Très engagé dans le secteur éducatif et du développement durable du continent, il dirige la jeunesse libre africaine, INASBEL, une association qui vise l'éveil et l'unification de la jeunesse africaine. Le réveil de la jeunesse africaine est son premier-né dans cet univers littéraire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous sommes heureuses d'échanger avec vous sur le livre Le réveil de la jeunesse africaine. Merci infiniment. D'où vous est venue l'idée ou comment ces besoins-là est arrivé d'écrire Le réveil de la jeunesse africaine? Alors, le réveil de la jeunesse africaine vient de cette situation qui a sévi le monde pendant un bon moment, jusque-là d'ailleurs. Donc cette inspiration provient forcément de cette vulnérabilité de notre continent vis-à-vis de la pandémie du Covid. Donc juste après avoir remarqué toutes ces insuffisances qu'a dégagées l'Afrique, alors nous avons pensé à pouvoir apporter notre plus, essayer de réveiller la conscience juvénile pour leur dire qu'il faudrait que nous puissions travailler afin de doter à notre continent les outils qui permettront finalement à la longue de pouvoir se battre ou bien faire front quand il y a des pandémies de cette manière. Quelles sont les thématiques que vous avez exploitées à l'intérieur? Alors, nous avons beaucoup plus parlé des grands axes, notamment nous avons parlé des axes qui va favoriser notamment l'émancipation premièrement de la jeunesse, qui va donner beaucoup plus les jeunes la possibilité d'aller au front et l'attitude que les jeunes devraient avoir afin de pouvoir faire face à toutes ces situations. Vous avez parlé de 3 axes. Quels sont ces axes-là? Alors, les axes stratégiques que nous avons utilisés dans notre livre, c'est notamment le leadership africain. Nous avons utilisé également les échanges frontaliers et nous avons parlé de l'innovation. Qu'est-ce que la leadership africaine peut produire à notre continent? Alors, il faut sans doute reconnaître qu'aujourd'hui l'Afrique souffre d'un problème de leadership africain, et en particulier la République démocratique du Congo. Vous voyez que nous avons un grand problème de leader. Le leadership, ce n'est pas forcément demeurer vivant à un poste jusqu'à mourir. Ce n'est pas ça le leadership, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin des nouvelles compétences. L'Afrique a besoin des personnes qui prêchent par des exemples. Et nous avons un fort souci dans ce sens où nous voyons qu'une forte partie des politiques en interne de nos pays ont du mal à pouvoir céder et même prendre des décisions qui sont favorables au continent. Donc nous dépendons, c'est comme si nous dépendons d'une force externe alors que nous sommes nous-mêmes indépendants. En quoi est caractérisé le leadership en Afrique? Voilà, aujourd'hui, le leadership en Afrique est caractérisé par un manque total de compréhension de ce qu'ils font, premièrement, ça c'est ça. Deuxièmement, deuxièmement, un caractéristique qui est très néfaste vis-à-vis des leaders africains, c'est également le manque de compétences, bien les manques d'échanges. Ils sont plus caractérisés par leur propre ego, par leur propre façon de faire des choses, et ils pensent que diriger, c'est gouverner comme chez eux à la maison, alors qu'ils oublient que quand vous dirigez toute une nation, c'est vraiment toute une vie d'une population qui se trouve entre vos mains, et il faut plutôt travailler dans le sens d'être un leader qui unifie et qui travaille de façon globale à mettre en place des lignes, des stratégies qui permettront l'évolution du continent ou bien des pays respectifs. Quelle illustration vous pouvez nous donner d'un leadership visionnaire? Voilà. Alors, comme je disais, le leadership visionnaire, c'est premièrement, on parle de la vision. Okay? C'est une personne qui vient avec une vision bien établie. Vous savez, après pratiquement 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, il y a peut-être, fort de cela, 2 ans maintenant, que nous avons vu au cadre, ou bien un président de la République congolaise qui
parle d'une vision claire et bien établie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la RDC fait partie des pays où nous pouvons parler d'une vision bien établie. Mais sauf que cette vision n'est pas encore comprise. Voilà. Parce qu'il y a la vision qui peut être bien placée, mais quand cette vision n'est pas totalement comprise, là, ça pose des problèmes. Et aujourd'hui, nous devons travailler pour faire comprendre à la jeunesse que, avant de crier tout haut que les choses ne se passent pas bien, il faut d'abord comprendre la vision, se mettre derrière cette vision et travailler à atteindre les objectifs de cette vision. Une fois après, si ça ne marche pas, on peut vous réclamer. Mais je pense qu'aujourd'hui, la RDC fait partie des pays qui ont un leadership visionnaire, qui peut donner des fruits si la population s'y met ensemble avec l'État. Comment travailler cette leadership? Alors, pour travailler sur le leadership, premièrement, je dis toujours, ce sont les jeunes le fruit du développement, ce sont les jeunes le fruit du changement. Aujourd'hui, si les jeunes veulent accompagner cette vision que nous connaissons tous de la RDC, ça veut tout simplement dire que chacun d'entre nous va émettre des efforts, chacun d'entre nous va devenir un petit leader dans son coin, afin que plusieurs actions positives autour de chaque point va constituer ce qu'on appelle une bombe. Et une fois que cette bombe va exploser, ça va toucher toute la couche de la société. Une fois que ça touche toute cette couche de la société, automatiquement la vision naîtra et ça sera visible aux yeux de l'humanité. Est-ce que le leadership ne peut pas être fourni à l'extérieur? Bien sûr, vous savez, il y a généralement les gens qui disent... les gens qui sont à l'extérieur de nos pays, qui sont dans d'autres continents, ont un regard beaucoup plus de notre continent, bien de nos pays. On n'exclut pas que la vision peut provenir de l'extérieur par nos jeunes de la diaspora, parce qu'il faut reconnaître que nos jeunes de la diaspora aujourd'hui émettent beaucoup d'efforts pour pouvoir étudier, pour pouvoir acquérir ce qui est positif. Et je ne vois pas mal si cette vision peut provenir de l'extérieur afin de pouvoir susciter le changement en interne. Le sport du leadership et donc le leadership de l'émergence, on peut penser de ça ici au Congo? Exactement, le leadership de l'émergence, on peut bel et bien penser de ça ici au Congo, mais c'est juste qu'il faudrait maintenant qu'on place des personnes qu'il faut à la place. Parce que nous avons encore des difficultés à placer des personnes compétentes qui méritent à synchroniser dans cette vision. Donc, je pense que dans les années à venir, probablement, nous allons faire des efforts pour que nous ayons cette chance-là. Qu'est-ce qui ne peut plus être un critère suffisant pour la gestion de pays et des institutions dans une économie mondialisée? Voilà, aujourd'hui, l'économie mondialisée a besoin des personnes compétentes. Il faut qu'au niveau de nos pays africains, que nous arrêtons avec la politique de proximité. Quand je parle de la politique de proximité, je fais allusion là à la politique où je suis là, il y a mon cousin derrière, il y a ma soeur à côté, il y a ma belle-mère là-bas, il y a ma tante, il y a mon frère. C'est ça la politique de proximité qui est à la base de la destruction de plusieurs pays africains. Alors, pour une économie mondialisée, nous devons avoir des experts, des personnes compétentes qui méritent de travailler à ces postes-là. Une fois que nous avons compris qu'aujourd'hui nous voulons avancer, nous devons mettre les hommes vaillants, des personnes capables de pouvoir susciter le changement, de pouvoir discuter, de mettre à table les vrais problèmes de la nation et de les résoudre. Ça va favoriser cette économie mondialisée. Quelle est l'importance de prioriser les actions qui ont des effets véritablement structurels? Voilà. Les effets structurels des actions restent totalement un élément très important pour l'évolution de notre nation. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tendance à donner la priorité à beaucoup de futilités. Surtout dans le continent africain, nous avons tendance à émettre beaucoup d'argent dans ce qui n'est pas primordial. Moi, je pense qu'il y a trois aspects des choses qu'il faut savoir quand vous voulez évoluer. Premièrement, c'est des besoins à court terme. Deuxièmement, ce sont des besoins à moyen terme. Troisièmement, c'est des besoins à long terme. Alors, une fois que vous connaissez des besoins à court terme, une fois aux affaires, il faut prioriser les actions en besoin à court terme. Ça va déjà favoriser une bonne tension et une bonne évolution de la nation. Quelles actions qu'on doit viser davantage? Voilà, les actions davantage qu'il faut viser, moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons un problème énergétique.
Ça, ce sont des priorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quels sont des éléments qui peuvent favoriser les petits commerces, les petits business? C'est l'énergie. Voilà. L'Afrique souffre d'un problème énergétique et je pense qu'arriver à un niveau de décision, l'un des axes qu'il faudrait aussi prendre en compte, c'est de mettre la population dans les conditions où nous pouvons utiliser de l'énergie, parce qu'en utilisant correctement l'énergie, nous pouvons investir. Des mamans qui font des petits commerces peuvent congeler leurs histoires, donc l'énergie va être disponible et ça va favoriser bon nombre de jeunes entrepreneurs. Par exemple, la République démocratique du Congo, qui est pratiquement la troisième puissance hydroélectronique du monde, vous voyez, mais que nous n'utilisons même pas notre courant à plus de 10%. Nous sommes minimum à 5%, 6%. Donc c'est vraiment une grosse défaillance pour le développement de notre nation. Et la renaissance semblera être très difficile si nous utilisons que 6 ou 5% de notre énergie hydroélectronique. Comment promouvoir les échanges frontaliers? Alors, les échanges frontaliers restent pour moi également un moyen en interne des pays africains de pouvoir faciliter les économies. Parce que les échanges frontaliers, c'est notamment, par exemple, la RDC qui est frontalière à beaucoup de pays, le Congo-Brazzaville, la Zambie, etc. Si, par exemple, ce qui manque à la RDC aujourd'hui, nous pouvons facilement le prendre au Congo-Brazzaville avec des taxes moyennement logiques qui sont appliquées de deux côtés, cela va favoriser les échanges. Nous allons avoir beaucoup des commerçants, des commerçantes qui vont faire le trafic et ça va favoriser le train de vie. Et une fois que l'Afrique dans sa globalité va commencer à faire ça, vous allez voir qu'on va réduire le coût de toutes les dépenses que nous faisons, par exemple quand nous faisons venir la marchandise venant d'autres continents, et ça devient beaucoup plus lourd à des petits commerçants de pouvoir payer tous les taxes qui en découlent. Mais alors que si les échanges frontaliers sont bel et bien installés, sont bel et bien mis en place, ça va favoriser ce commerce-là. Mais les échanges ne sont pas seulement du côté commerce, mais aussi du côté intellectuel. Si aujourd'hui les jeunes Congolais peuvent facilement se rendre dans d'autres pays voisins pour pouvoir étudier ou participer à des conférences et des séminaires, ça va favoriser également l'émancipation au niveau intellectuel. Et l'Afrique finalement parlera le même langage, parce que autour de ce même langage naîtra une vision dont je parle déjà même d'un modèle de développement propre à nous les Africains. Quels sont les risques à surmonter? Bon, les risques sont mineurs. Je pense que le risque n'est pas majeur, mais c'est toutefois, il faut reconnaître que si cette communication interne est bel et bien placée et bel et bien acceptée au niveau de l'Union africaine, je pense que nous ne pouvons peut-être pas parler de risque, mais plutôt parler beaucoup plus des challenges que nous devons avoir, parce que nous avons un problème des routes qui ne peuvent peut-être pas nous emmener directement à tel pays, Il faudrait que les États se mettent ensemble pour pouvoir mettre en place des fonds pour asphalter ces routes-là, mettre les meilleures conditions pour permettre finalement qu'il y ait des flux d'échanges dans ce secteur-là. Qu'est-ce que le pays africain doit essayer de privilégier? Voilà, moi je pense qu'il faudrait privilégier premièrement les échanges, comme on vient de dire, privilégier également le secteur de l'innovation, parce que ça a été démontré qu'aujourd'hui aucun pays au monde peut se développer 100% passé à l'innovation. L'innovation, c'est tout ce qui tourne autour de la transformation numérique, c'est ce qui tourne autour du développement industriel. Et pour réussir l'innovation, il faut que nous accompagnions nos jeunes et que nous puissions les armer de tout ce qui est technologique et tout ce qui est intellectuel, donc notamment un grand renforcement des capacités dans les universités. Et pourquoi pas donner la chance à une grande masse de la jeunesse africaine, ou bien congolaise en particulier, de pouvoir aller étudier à l'extérieur et revenir. D'où, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la République démocratique du Congo, par sa vision actuelle des choses, nous avons des activités comme Excellencia, qui aujourd'hui prend des jeunes élèves plutôt, qui viennent fraîchement d'avoir leur baccalauréat,
les envoie à l'international pour pouvoir étudier. Je pense que ça fait partie des éléments qui peuvent favoriser largement l'innovation. Après, il faut reconnaître que le développement n'est pas en cliquant le doigt. Voilà, c'est tout un processus. D'où je dis, aujourd'hui, on a besoin d'une jeunesse derrière une vision. Voilà. Pas une jeunesse qui critique une vision, non. Derrière une vision, travaillons ensemble pour pouvoir avoir les résultats. Qu'est-ce que l'Afrique doit encore promouvoir pour son développement? Voilà, donc si l'Afrique a déjà travaillé sur les échanges frontaliers, donc l'innovation, sur le leadership, moi je pense que les Africains maintenant doivent promouvoir en eux-mêmes l'esprit du patriotisme. Voilà, l'esprit d'être africain, l'esprit d'être fier d'être africain, parce qu'il faut reconnaître que bon nombre sont des Africains qui ont perdu même le sens d'être africain. Ils veulent être comparés à d'autres personnes. Mais ça, c'est très important de porter le patriotisme sur soi afin de pouvoir défendre notre pays même au plus haut niveau. Le micro-entreprise. Comment promouvoir ces micro-entreprises? Alors, les micro-entreprises, comment les promouvoir? Je pense que nous avons un problème structurellement au niveau des institutions dans les pays africains. Aujourd'hui, bon nombre sont les jeunes qui viennent avec beaucoup d'idées d'entrepreneuriat, d'autres même essaient de les mettre en place, mais ils sont butés à un problème de financement. Pourquoi? Parce que nous ne faisons même pas confiance en ce qu'ils font. Et pour que nous arrivions à leur faire confiance, des fois ce sont des firmes privées qui essaient d'accompagner un peu dans ce sens. Je pense qu'il est temps que les États africains s'engagent, que les États africains acceptent de mettre des gros budgets dans ce sens afin de pouvoir promouvoir ces micro-entreprises. Parce que ces micro-entreprises vont promouvoir premièrement la main-d'œuvre et cette main-d'œuvre va réduire succinctement le chômage, et une fois que le chômage est réduit, le social naîtra facilement. D'où il est très important que les gouvernements africains puissent eux-mêmes éjecter les fonds qui vont soutenir les micro-entreprises. Comment le mouvement transfrontalier et l'harmonisation de politiques pourraient stimuler le pays et les entreprises? Voilà, l'harmonisation politique reste le sous-bassement d'une nation. Quand vous êtes dans une nation où l'harmonisation politique n'existe pas, croyez-moi que nous pouvons pas prêcher parce que les décisions sont prises à ce niveau-là. D'où il est important aujourd'hui que nous ne puissions pas faire de la politique un règlement de compte, que nous ne puissions pas faire de la politique un moyen d'acharnement pour étouffer les individus à évoluer. Parce que quand vous voulez étouffer un individu à évoluer, vous êtes en train d'étouffer la nation à évoluer. Il faut être là, il faut faire une opposition qui est correcte. Il faut faire aussi le pouvoir qui est correct. Ça veut tout simplement dire que se mettre à table pour discuter sur ce qui est à l'intérêt des peuples. Parce que quasiment la plupart des pays africains sont démocrates. Et quand on parle de démocratie, on voit le pouvoir qui revient au peuple. Donc il faudrait qu'en interne, l'harmonisation politique soit installée de façon correcte. Cela va favoriser de façon très directe la renaissance ou le développement du continent. Comment faire le filtrage des idées pour la réussite du continent africain? Alors, le filtrage des idées doivent être faites par rapport aux priorités. Ça veut dire que nous devons connaître les priorités, définir nos priorités. Une fois que nous savons qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, à ce niveau-là, nous pouvons faire un très bon filtrage de nos idées, de nos pensées, de ce que nous devons faire. Ouais. Qu'est-ce que la favorisation de l'innovation peut aider le continent africain? Voilà. La favorisation de l'innovation peut être très favorable. Pourquoi? Parce que tous ces jeunes entrepreneurs qui mettent sur le marché africain beaucoup des petits micro-technologies sont bel et bien viser vers un objectif, vers une solution bien précise. Alors plus il y a des solutions qui favorisent la population à vivre dans les meilleures conditions, plus ces éléments-là favorisent également au développement, plus les populations peuvent vaquer librement à leurs occupations. Prenons les cas, par exemple, je suis chez moi ici à la maison, j'ai besoin de sortir, j'ai pas de voiture et que je vais sortir, bon,
Si il n'y a pas des modèles de taxi qui viennent me chercher à la maison, mais je vois au Congo, en République démocratique du Congo, désormais des applications qui font appel à des motos. Voilà. Je peux faire appel à une moto à partir de ma maison et cette moto vient. Mais cette application-là a été développée par un jeune. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça fait? Ça me favorise, moi, la difficulté au lieu de marcher, de prendre une petite moto qui vient jusqu'à chez moi et je sors. Donc ça, tous ces éléments-là doivent, ce sont des facteurs qui doivent favoriser en gros l'innovation dans notre continent. Quoi faire pour que le continent africain devienne meilleur? Alors, pour que le continent africain devienne meilleur aujourd'hui, nous devons être concurrentiels. Parce que ce n'est que dans la concurrence que nous pourrons démontrer que nous sommes maintenant capables de pouvoir faire front office avec d'autres continents. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a même d'autres continents qui croient aujourd'hui au réveil de l'Afrique, mais les Africains eux-mêmes ne croient pas à leur propre réveil. Et d'où nous sommes là pour essayer de dire à la jeunesse que si c'est possible, nous pouvons aussi devenir plus concurrentiels comme d'autres continents, parce que nous avons ces compétences-là. Intellectuellement, je ne pense pas qu'il y a il y a ceux qui sont plus intellectuels et ceux qui sont moins intellectuels. Nous avons tous les mêmes capacités intellectuelles, ça dépend maintenant à nous de les développer. Voilà. Et je pense que le Congo, en particulier, je pense que dans les années à venir, nous allons avoir les capacités d'avoir beaucoup plus de personnes intellectuelles. On parlait du plan dans l'Afrique. Maintenant, parlons comment c'est propositionné sur le plan mondial, sur le marché mondial en fait. Voilà, le positionnement de l'Afrique sur le marché mondial dépend premièrement de notre détermination en fait. Parce que le positionnement, quand on veut se positionner, ça veut dire qu'on se sent capable de se positionner. On ne se positionne pas parce que on va encore demander des subventions venant d'autres continents. Si nous continuons à vivre avec des subventions venant des autres continents, en tout cas, je ne pense pas comment est-ce que nous allons nous positionner sur le marché mondial. Il faudrait que nous puissions aujourd'hui, s'il y a besoin de pouvoir avoir des fonds pour pouvoir aider les Africains, il faudrait que les Africains se communiquent entre eux. Premièrement d'abord, pour voir s'il y a des pays africains qui peuvent aider les autres. Et si ce n'est pas le cas, voilà, nous allons trouver des mécanismes. Il faut que nous soyons en mesure, dans les années à venir, le continent africain, de développer nous-mêmes nos sens de responsabilité. Parce que le marché mondial, c'est un marché où il y a des titans, il y a des hommes, il y a des personnes fortes, il y a des grandes nations qui ont déjà atteint... La concurrence est très forte. Exactement. Là aussi, on parle de qualité. Alors, comment faire en sorte qu'on puisse avoir de bonnes qualités? C'est comme la qualité dépend en fait de la vision. Aujourd'hui, quand vous mettez à des postes importants des personnes qui n'ont pas de valeur, les personnes qui ne savent pas prêcher par les exemples, ils sont facilement corruptibles, ils sont facilement accessibles à des moindres choses. Et ces moindres choses-là, ils peuvent les accepter facilement pour faire pénétrer ça dans nos continents, dans notre pays. Et ça ne nous favorise pas. Il faut, en interne, développer la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre premièrement doit être acceptée par nous-mêmes les Africains. Une fois que nous-mêmes nous acceptons ce que nous faisons est bon, mais je ne vois pas pourquoi l'autre dirait que c'est mauvais, parce que c'est nous l'avons accepté. D'où même la raison, excusez-moi, aujourd'hui nous avons vu, quand la pandémie de Corona est arrivée, ben, écoutez-moi, il n'y a aucun vaccin africain qui circule sur le marché mondial. Mais c'est une défaillance. Étant un continent où nous avons une organisation interne qui parle de l'Union africaine, qui devait normalement à cet instant réunir tous les grands médecins africains autour d'une vision pour pouvoir développer le vaccin africain. Mais c'est étonnant. Nous sommes en train de recevoir des vaccins venant de l'étranger, dont la certification, peut-être, je peux dire, il n'y a pas peut-être des grands médecins africains autour de ça, mais nous devons nous faire piquer. Ça montre déjà notre faiblesse. Ça montre aussi que nous sommes dépendants. Exactement. Et nous devons éviter à tout prix cette dépendance, parce que si nous voulons être un continent concurrentiel, nous positionner sur le marché mondial, nous ne devons pas dépendre de l'extérieur. Un défi très fort, de taille même à relever, quitter de la dépendance vers le monde extérieur. Exactement, mais ça relève de la détermination. Vous savez,
ce que j'apprécie dans notre génération, comme je dis souvent, ma génération est en train de réussir là où eux, ils ont échoué. Parce qu'aujourd'hui, dans ma génération, je rencontre pas mal de jeunes sur le plan africain qui sont déterminés pour une même cause. Nous parlons pratiquement le même langage. Hier, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, ça existe. Donc, cela veut dire tout simplement que dans les années à venir, une fois que des jeunes comme vous et nous, nombreux, seront assis à ces endroits-là, nous allons imposer d'une manière très directe notre vision. Et je ne vois pas pourquoi on va échouer. La jeunesse africaine, espoir ou danger? Ah voilà, la jeunesse africaine, espoir ou danger. C'est dans deux sens. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse sur qui nous pouvons compter. Voilà, cette jeunesse révolutionnaire, cette jeunesse qui met à table aujourd'hui les ouvrages comme le réveil de la jeunesse africaine. Voilà. Mais il y a aussi une jeunesse dangereuse en Afrique. C'est cette jeunesse dépravée, c'est cette jeunesse dont on a utilisé pendant des années et des années pour faire face à des élections politiques, pour faire face à des mouvements des soi-disant citoyennes, alors que ce sont des mouvements de manipulation. Cette jeunesse dépravée qu'on n'a pas pu envoyer à l'université, à l'école, qu'on a accepté de laisser dans la rue, cette jeunesse qu'on a formé des bandits pour pouvoir marcher autour des politiques, et quand vous faites du bruit, on va vous taper, cette jeunesse qu'on a détruite, c'est ça le danger de notre pays. Que faire pour y remédier? Pour y remédier, je pense que, comme on dit, je vais dire un truc en lingala, c'est toute une main qui nettoie un visage. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse professionnelle et autres formes de jeunesse qui militent pour le changement doivent se mettre ensemble afin qu'ils deviennent tous des leaders. Je le dis toujours, l'Afrique n'a plus besoin d'avoir des modèles de leaders. Non. Aujourd'hui, chaque Congolais ou bien chaque Africain doit être un leader dans son coin. Et en étant tous des leaders dans notre coin, nous pouvons susciter le changement, même chez ceux donc, qui sont déjà dépravés. Et nous pouvons les attraper main dans la main comme ça et les faire venir vers notre vision. Quel est le pilier majeur dans le système de l'éducation? Voilà, le pilier majeur dans le système d'éducation en Afrique, premièrement, c'est les enseignants. Voilà. Aujourd'hui, les enseignants en Afrique, surtout ceux de l'État, sont pratiquement, je vais utiliser un terme qui est très fort, mais un peu clochardisés par rapport à ce qu'ils gagnent, par rapport à leur train de vie, par rapport à toutes les difficultés nécessaires. Mais je pense aussi qu'il y a des pays aujourd'hui qui décident de faire des efforts pour apporter des réformes dans ce sens. J'aime bien la République démocratique du Congo, pour des efforts qu'ils sont en train de vouloir faire également dans le secteur éducatif pour pouvoir donner beaucoup plus de sens, beaucoup plus de valeur à ces personnes-là. Parce que même spirituellement, on dit, dans la vie, il faut respecter les personnes qui vous donnent de l'intelligence. Alors ces personnes-là, ce sont des personnes à qui nous devons tout faire. Et j'apprécie le courage de notre nation pour pouvoir essayer de mettre des éléments, de réunir tant soit peu les conditions de ces personnes. Parce que si une fois nos enseignants sont placés dans les meilleures conditions, croyez-moi que l'éducation va être fluide. Et vous allez voir que dans les années à venir, nous allons avoir des jeunes talents qui vont naître facilement parce que l'éducation a été correctement faite. Mais si les personnes qui doivent donner de leur amour, donner de leur connaissance, leur savoir à nos jeunes frères et nos jeunes frères sont tout à fait abandonnés à leur trait de sort, je ne vois pas comment est-ce qu'ils donneront l'éducation avec cœur parce que leur ventre est affamé. Que doit être l'attitude de la jeunesse face à ces défis, tous ces défis que nous venons de parler? Voilà, l'attitude de la jeunesse face à ces défis, c'est de savoir faire le tri entre le bien et le mal. Quand nous parlons du tri entre le bien et le mal, c'est de savoir d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous voulons y aller. Une fois que les jeunes vont comprendre d'où est-ce que nous venons, par exemple depuis 1960 à hier, et où est-ce que nous voulons aller, je pense que chacun de nous qui est en train de nous suivre en ce moment prendra conscience de lui-même qu'il est temps de se mettre derrière une vision et de donner plus la chance à une nation d'évoluer. Et donc, le message doit être compris de façon globale, que tous les jeunes Africains, parce que la réalité est que l'Afrique noire, nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Nous avons
totalement les mêmes problèmes. L'Afrique est identique. Voilà. Donc, c'est à tous les jeunes Africains de pouvoir cibler une vision, se mettre derrière cette vision, de regarder d'où nous venons et où est-ce que nous voulons aller, et de se mettre derrière cette vision et de travailler autour de ça. D'arrêter de créer des mouvements qui n'ont aucun sens de développement, plutôt de se concentrer autour des idées, de regarder ce qui est bien, regarder ce qui est négatif, donner des propositions pour essayer de corriger et avancer. Quelle est l'importance de l'utilisation d'un message à caractère persuasif? Voilà, le caractère persuasif demeure, je pense, un moyen efficace pour pouvoir faire passer un message. Le caractère persuasif nous emmène à avoir une connaissance exacte de ce que nous connaissons, de ce que nous avons comme vision. Et le caractère persuasif également aujourd'hui sera très important pour nous de pouvoir éduquer nos jeunes frères qui sont en train de venir. Parce que à eux, une fois que nous les avons fait comprendre que la marche à suivre est celle-là, et qu'il faudrait se comporter de telle manière, de telle manière, de telle manière, de telle manière pour les atteindre, là nous avons adressé des messages à caractère très ciblé au niveau de la jeunesse. Et quand ils vont grandir, vous allez vous rendre compte que ces jeunes-là vont avoir les mêmes attitudes que nous. D'où notre génération aujourd'hui qui tend à réussir ce défi africain, peut-être, je pense. Je reste rassuré que nous allons y arriver. Et nous allons pousser également ceux qui sont derrière nous à demeurer dans cet axe-là. Peut-être que nous serons partis, mais l'histoire retiendra que l'Afrique a eu à décoller quelque part. Lorsque je fais la lecture de votre livre, je retenais trois mots comme ça, comme attitude, comportement, manipulation. Explique-nous un peu. Voilà, donc les attitudes, le comportement, c'est quelque chose qu'on acquiert tous les jours. Et on est habitué à ça. Donc c'est notre comportement, on sait nous voir dans ce sens-là. Mais les attitudes, ce sont des manières. Des manières que les gens développent. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de comportement, mais nous avons besoin des attitudes. Les attitudes, c'est notamment, j'ai fini de manger, de boire plutôt, un sucré en plastique. Et une fois que j'ai fini de boire, je me trouve dans la principale, il n'y a pas une poubelle à jeter. Mais je sais que le plastique, là, si je le jette sur le sol, il va s'enfoncer. Et pour se détériorer, il faut pratiquement 50 ans. Je réalise que ça va détruire le sol. Alors je me dis, je ne peux pas le jeter là. Je dois, d'une manière très respectable, garder ce plastique, trouver une poubelle à côté, le placer. Ça, ce sont les attitudes que les jeunes Africains doivent développer. Pas seulement les jeunes Africains, même ceux qui sont plus âgés que nous doivent développer. Parce que nous voyons ça partout. Là, vous voyez des gens sur le grand boulevard dans leur belle voiture, ce qui est étonnant, dans leur belle voiture, ils prennent un sachet, hop, ils jettent. On se pose bien la question, comment ils ont fait pour y arriver là. Donc, notamment, c'est un problème d'attitude. Quel est le prix du changement? Notre dernière question. Le changement est agréable, mais le changement a un prix. Voilà. Alors, ce prix-là, c'est notamment la détermination, le courage, le travail, le temps que ça peut prendre. Voilà, accepter de retoucher nos manches, mettre la main dans la pâte, que ce ne soit pas l'affaire d'une seule personne, que ce soit l'affaire globalement des Africains. Et ça va faire très mal, mais finalement nous allons y arriver. Quand nous allons y arriver, ça va devenir une histoire. On dira, mais oui, mais il y a des gens qui se sont battus pour ça. Vous savez, la révolution, même sur le plan international, dans d'autres continents, a été très difficile. Mais l'Afrique, je ne pense pas qu'on a connu vraiment des révolutions. Jusque-là, nous sommes en train de subir le manque de compréhension même de la politique, le manque de soubassement d'une classe politique éveillée. D'où le réveil de la jeunesse africaine sera très important pour donner plus de chances à des jeunes à être déjà éveillés maintenant. Comme ça, le futur sera meilleur. Votre mot de la fin pour aujourd'hui? Mon mot de la fin, c'est d'abord vous remercier parce que je suis très content de vous recevoir. Et
cet échange, je pense que sera très bénéfique pour les générations futures également. Et j'aimerais dire également à la jeunesse congolaise, en particulier, qu'il est temps de se mettre autour d'une vision. Qu'il est temps de travailler pour changer notre nation. Parce que 60 ans après, je pense que les efforts que nous devons faire sont énormes. Et si nous ne sommes pas unis maintenant, ça sera difficile. Ça sera très difficile parce que nous venons des périodes sombres de notre vie politique et qu'aujourd'hui nous avons des échanges pacifiques et que nous avons besoin également de nous concentrer sur ce qui est important, pas sur ce qui n'est pas important. Parce que si nous continuons à nous comporter de la même manière qu'il y a 60 ans, c'est parti encore pour 60 ans, ça va nous faire 120 ans. Je pense que vous et nous ne serons plus là. Voilà, ça sera donc un échec total. Et le monde ne va arrêter de se moquer de l'Afrique parce qu'ils vont dire, ben voilà, ils ont encore échoué. Parce que le monde attend notre réussite, mais nous-mêmes, nous voulons échouer. Chose étonnante. Aujourd'hui, le monde est en train de parler de la République démocratique du Congo. Nous sommes vus partout dans les conférences. Nous sommes appelés gauche à droite. Le monde est en train, les gens veulent investir au Congo, mais nous-mêmes, nous n'y croyons toujours pas. C'est ce qui est très étonnant, c'est que nous-mêmes, nous n'y croyons pas, que nous sommes finalement devant cette porte rocheuse-là et que nous pouvons facilement déclencher des bonnes choses. Mais nous n'y croyons pas. Alors moi, j'invite vraiment les jeunes à y croire et qu'il y a des bonnes choses qui se profitent à l'horizon. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.